Un autre ennemi guette le spiritisme, le progrès. L'éclairage gagne lentement les grandes capitales du monde. Cette possibilité de faire instantanément la lumière dans les salons sombres des spirites met à jour un nombre considérable d'escrocs aux méthodes frauduleuses. Vers 1910, le spiritisme se retrouve dans le collimateur du célèbre Harry Houdini. Aussitôt que le phénomène du spiritisme commence à se répandre aux États-Unis, il attire sur lui l'attention des magiciens qui performent dans les foires. Au cours de la génération suivante, Harry Houdini s'est opposé fermement au phénomène des médiums. Il a parcouru les États-Unis pour faire la preuve que tous les médiums étaient des fraudeurs. Mais afin de discréditer les médiums, il a dû lui-même se résoudre à utiliser des procédés frauduleux. Houdini dénonce tous les trucs utilisés par les médiums pour arnaquer leurs clients. Il ajoute que les communications spirites ne contiennent que des banalités à la portée de n'importe quel fraudeur. Vraiment. Alors qu'en est-il de la spectaculaire séance de Eileen Garrett? Eileen Garrett est probablement le médium le plus connu du 20e siècle. Elle a toujours gardé un certain scepticisme face à ses dons et a toujours accepté de bonne grâce de se soumettre aux tests qu'ont voulu lui faire subir les chercheurs de la communauté scientifique. En 1930, une séance sera organisée pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit de Sir Arthur Conan Doyle, décédé un peu plus tôt la même année. I am Lieutenant Carmichael Owen. I must do something about it. Mais à la surprise des gens présents, la communication ne s'est pas faite avec Sir Conan Doyle, mais avec un esprit qui prétendait être le défunt officier qui commandait le dirigeable britannique, le R-101. Un journaliste présent à la séance publie dès le lendemain un compte-rendu des propos du capitaine Irwin. Toutes les révélations de l'officier sur cette catastrophe qui a coûté la vie à 48 de ses 54 passagers sont scrupuleusement rapportées. La possibilité que Eileen Garrett ait pu être informée de ces détails avant la publication du rapport officiel est à peu près impossible. Dans le cas de l'information obtenue par Eileen Garrett lors de cette fameuse séance où le capitaine Carmichael du R-101 s'est présenté, il est à peu près impossible que l'information fournie à les médiums ait pu être connue des participants. Il faut bien comprendre que le dirigeable s'était écrasé 2 jours plus tôt dans le Beauvais, en France, et que l'information, même s'il y avait quand même une rumeur qui circulait déjà dans les rues de Londres que le R-101 s'était écrasé, il n'y avait aucune information qui rapportait de quelle façon ça s'était produit, et encore moins qu'il pouvait y avoir des problèmes de structure dans la construction du R-101 qui était responsable de sa chute. Donc, lorsque Eileen Garrett va raconter ça durant cette fameuse séance, tout le monde, lorsque l'information est rapportée le lendemain dans la presse, tous les gens sont un peu étonnés, qui plus est, même ceux qui travaillent sur l'enquête officielle du R-101, et ces informations-là ne seront confirmées finalement par des experts en aéronautique que des mois après l'enquête, après que l'enquête soit terminée, donc après la fameuse séance d'Eileen Garrett. Malgré la précision des informations obtenues par les médiums, le spiritisme de l'époque continue d'être malmené par les scientifiques. Ils veulent des preuves. Pressés par les scientifiques de produire une preuve matérielle de leur contact, plusieurs médiums, dont un certain Franek Kloski, vont réaliser des moulages faits de paraffine, cette cire utilisée dans la confection des bougies. L'idée consistait à avoir un bol de cire, de la paraffine légèrement chaude et un seau d'eau froide, en se disant que si ces esprits étaient réellement en mesure de se matérialiser et de faire sentir leur présence par des touchés sur les épaules, par exemple, ou par d'autres types de contacts physiques, ils devraient donc être en mesure de laisser des traces dans la cire. Alors l'idée consistait à ce que l'esprit pose le bout du doigt ou parfois toute la main dans la paraffine de sorte que son empreinte soit matérialisée. Une fois l'esprit retourné dans l'au-delà, il ne reste de son passage que ce moulage, sorte de gant fait d'une très mince couche de cire. Pour le protéger, les médiums doivent couler rapidement du plâtre à l'intérieur pour éviter que le moulage ne s'effrite. Certains de ces moulages présentent des détails étonnants. Ces moulages sont très curieux dans le sens où ils sont plus petits
que des mains normales, mais ce sont des mains d'adultes et pas des mains d'enfants ou des mains de petites personnes. Donc ça pose beaucoup de questions quant aux techniques qui auraient été utilisées pour faire un trucage ou une falsification s'il y a eu trucage. Donc c'est très curieux et intriguant. Mais évidemment, vu le recul temporel qu'on a par rapport à ces indices, c'est très difficile d'en tirer une conclusion. Pour un faussaire, il aurait été aisé, en gardant les doigts bien droits, de plonger sa main dans la paraffine liquide, d'attendre que la solution durcisse pour enfin retirer le gant de cire. Mais ce raisonnement ne tient plus si l'on parle de mains dont les doigts sont pliés ou entrelacés. Parce que c'est des moulages quand même assez très définis. On voit même les petits poils de la peau, puis qui vont, disons, jusqu'au poignet. Donc, moulage fait dans la cire. Donc, on constate que ça aurait été impossible qu'une personne fasse ce moulage parce qu'on ne peut pas retirer la main par après pour créer c'est quelque chose d'aussi fini puis aussi parfait. Donc, il faut expliquer ça. Comment est-ce qu'on a fait un moulage d'une main? Parce que c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de sculpté. Il ne reste aujourd'hui que quelques spécimens de moulage spirit conservés à l'Institut métapsychique international de Paris. Personne n'a jamais pu expliquer leurs caractéristiques très particulières. S'il s'agit d'une fraude, les arnaqueurs ont emporté leur secret dans la tombe. Pendant qu'à Paris, le docteur Robert Toquet cherche à documenter le spiritisme via ses extraordinaires moulages, au Canada, un autre scientifique souhaite aussi valider le spiritisme, le docteur Thomas Glendenning Hamilton. Pour ce médecin de Winnipeg, la preuve de l'au-delà passe d'abord par l'objectif d'une caméra. De 1918 à sa mort, en 1935, il a mené plusieurs expériences. D'abord en télépathie, afin de vérifier s'il y avait des communications télépathiques entre vivants. Puis de là, il s'est intéressé à la psychokinésie, aux trans, et finalement, il a entrepris des travaux sur ce qu'on appelle les ectoplasmes, la matérialisation. La formation d'ectoplasmes est l'un des phénomènes les plus controversés du spiritisme. Il s'agit d'une curieuse substance résiduelle qui soigne du corps de certains médiums en transe. Au fil des ans, Hamilton réalise des centaines de photographies montrant ce phénomène à divers stades d'évolution. C'est la plus importante collection du genre au monde. Ces expériences qui avaient lieu au domicile du Dr Hamilton sont importantes à cause de la précision avec laquelle elles étaient menées. Il avait une pièce qu'il consacrait aux expériences et sur le mur de la pièce, il avait installé une batterie de 11 caméras qui lui servaient à documenter les phénomènes de lévitation et de production d'ectoplasme. Et nous avons la chance que ces photographies ainsi que tous les dossiers de Hamilton soient conservés et disponibles pour la recherche à l'Université du Manitoba. Malgré les mesures de contrôle qui entouraient ces expériences, plusieurs croient que le scientifique canadien a pu être dupé par des médiums mal intentionnés. Il a néanmoins introduit de nouvelles technologies pour documenter les communications avec l'au-delà. Et après les photographies de Hamilton, la suite logique était le son. Pendant longtemps, les très célèbres Thomas Edison et Guglielmo Marconi ont tenté de mettre au point des appareils capables d'enregistrer les voix de l'au-delà, mais sans succès. Vers le début des années 1950, comme l'équipement électronique d'enregistrement sonore devenait plus accessible, les gens se sont rendus compte qu'il y avait parfois des voix imprévues, mais parfaitement audibles sur leurs enregistrements. Le premier à prendre ce phénomène au sérieux sera un gentleman suédois du nom de Fredrik Jürgensen. Un jour qu'il enregistrait des chants d'oiseaux près de sa maison, il eut la surprise, en écoutant son enregistrement, d'entendre des voix humaines. Jürgensen croit d'abord qu'il s'agit de sons parasitaires provenant d'une station de radio locale. Il recommence l'expérience et encore une fois, il capte des voix lointaines, dont l'une semble être celle de sa défunte mère. My mother. Pour Jürgensen,
il ne peut s'agir que d'une manifestation de l'au-delà. Il se lance bientôt dans toute une série d'expérimentations pour enregistrer ces voix d'outre-tombe. Jorgensen ouvre la porte à une nouvelle technique de communication avec l'au-delà. On ne parle plus aux morts. On les écoute. C'est ce qu'on appelle la transcommunication. Jorgensen ne tarde pas à être imité par un autre chercheur suédois, le docteur Konstantin Raudive, qui s'impose rapidement comme l'expert de ces voix spectrales désignées sous le vocable de EVP, acronyme de Electric Voice Phenomenon. En 1965, Raudive rencontre Fredrik Jorgensen et apprend l'existence de ces voix. Le phénomène l'intéresse et il entreprend ses propres recherches, au cours desquelles se produira le même phénomène que celui qu'avait expérimenté Jorgensen. Aujourd'hui, c'est à Raudive que revient le mérite d'avoir fait connaître le phénomène de ces voix au monde anglo-saxon. Son livre, publié en Allemagne en 1971, a été traduit et publié en anglais sous le titre de Breakthrough. À sa mort en 1974, Raudive aura enregistré quelques 100 000 messages de l'au-delà. En 1970, un étudiant de l'Université de Cambridge, en Angleterre, David Ellis, reçoit une bourse d'études pour enquêter sur les voix mystérieuses enregistrées par Konstantin Raudive. Dans son rapport, il écrit qu'une grande partie de ces enregistrements pourraient provenir de transmissions radio locales. Mais qu'en est-il des voix qui répondent directement aux questions posées par l'expérimentateur? Les caractéristiques qui ont convaincu les chercheurs que ces sons ne sont pas des signaux radio conventionnels, c'est que les voix dans ces enregistrements nomment directement le chercheur, qu'elles entretiennent un dialogue avec le chercheur, qu'elles disent des choses en rapport avec une situation précise. Ce ne sont pas des mots isolés, ce sont des phrases courtes, oui, mais parfaitement cohérentes avec une situation précise. Alors, ça ne relève pas de simples signaux radio ordinaires.